RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 décembre 2024, nous sommes ensemble pour 55 minutes avec un invité qui va nous emmener sur des parcours que l'on ne souhaite à personne, des parcours d'invisibles comme on les stigmatise souvent et pourtant très visibles. Cet invité se nomme Thibaut Bézosi, il est sociologue et il vient de sortir un livre à la fois poignant et éclairant sur les sans-abri. C'est un ouvrage écrit en coproduction avec un sans-abri nancéen, aujourd'hui qui tente de sortir de la galère mais qui est toujours dans une situation fragile. Ce livre s'intitule sobrement « Le sans-abri et le sociologue ». Il est paru aux éditions Kairos et il est en vente dans toutes les bonnes librairies au prix de 16 €. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Bonjour Thibaut Bézosi, bienvenue sur RCN. Évoquer les sans-abri, c'est s'interroger aussi sur les hébergements d'urgence et toute la politique sociale mise en œuvre avec son cortège de difficultés et de désillusions et de réussite aussi parfois quand même. La société tout entière ne peut être qu'interpellée par le nombre croissant de jeunes sans-abri, sans solution d'hébergement. Ainsi, selon le site du Monde de jeudi soir, à Paris, où un nombre croissant de jeunes est en mal d'hébergement d'urgence, la préfecture a annoncé l'arrêt d'un dispositif qui accueille une centaine de lycéens parisiens, tandis que 250 jeunes sans-abri qui tentent de faire reconnaître leur minorité occupent actuellement la gaieté lyrique pour obtenir un hébergement adapté. Thibaut Bézosi, avant d'aborder votre reportage sur Nancy, vos investigations sur Nancy, une première réaction. Bonjour. Effectivement, ça pose des questions finalement et malheureusement assez traditionnelles qu'on retrouve sur des publics de jeunes étudiants précaires, mais aussi sur des populations qui sont dans un processus migratoire ou des populations plus classiquement sans abri de droit commun, comme on dit. En fait, il me semble là sur la situation parisienne que j'ai pas étudiée de près, mais qu'on est face à une situation classique de tension politique entre les différents échelons de responsabilité territoriale et qui ont évidemment parfois des orientations politiques différentes, qui essaient de placer leur bille un petit peu en fonction de positionnement comme ça sur des dispositifs. Et ça vient, si vous voulez, ces questions de précarité viennent percuter les questions qu'on appelle assez rapidement, peut-être trop rapidement, de crise du logement, en tout cas de tension du marché immobilier, particulièrement dans le territoire Île-de-France. J'imagine qu'à Nancy, on va aborder la question des sans-abri à Nancy, la situation est moins tendue, mais elle est quand même problématique, hein, vous l'expliquez bien dans votre livre. Tout à fait, ouais. Vous nous expliquerez dans quelles circonstances, et notamment rencontré Jean-Sébastien, avec lequel vous avez coécrit ce livre. Le hasard a peut-être sa part, mais pas seulement, vous nous direz pourquoi. Et vous vous intéressez vous-même depuis longtemps à la gestion de l'espace public, à la marginalité urbaine et à la mise en œuvre des politiques sociales. Vous êtes originaire de Nancy, vous êtes docteur en sociologie depuis 2015 et vous êtes chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire de recherche Société, Sensibilité, Soins. C'est une unité mixte CNRS Université de Bourgogne. Vous êtes également formateur et chercheur à l'IRTS de Lorraine. L'IRTS de Lorraine, c'est l'Institut régional du travail social. Vous êtes responsable de la préfiguration de l'Observatoire du sans-abrisme et de la précarité résidentielle qui est en gestation à l'IRTS. Pourquoi cet observatoire ? Vaste question. Pour retracer le fil assez rapidement, depuis 2016-2017, je travaille avec les acteurs locaux qui s'occupent de la question SDF, comme on peut le dire rapidement dans les pas du sociologue Julien Damon, la question SDF. Il y a un certain nombre d'acteurs locaux, alors ça va des services déconcentrés de l'État aux responsabilités politiques des collectivités territoriales, chacune avec leur champ de compétences, jusqu'aux associations, délégués de services publics, opérateurs
de ce système d'accueil, d'hébergement et d'insertion. Donc je travaille avec ces acteurs depuis 2017 et donc on a pu monter des recherches assez fondamentales qui repartent effectivement de la question de l'espace public. Vous l'avez rappelé, là c'est pas l'enjeu du livre, mais on va y venir progressivement, de la question spatiale, de la question du logement, de la question de l'espace public en fait aussi, qui est plus large que celle du logement, qui questionne aussi de fait les modalités d'intervention, les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux, parfois même de bénévoles dans ces associations, c'est-à-dire non pas seulement qu'est-ce qu'on offre en termes d'assistance, mais comment on l'offre et qui l'offre, ce que j'ai essayé de questionner. Bref, entre 2017 et 2019, on a mené des travaux avec ces acteurs-là, toujours sous l'égide de l'université. Puis, ces recherches ont donné lieu à des préconisations, à des recommandations pratiques qui ont été mises en œuvre. Je pense au village d'insertion, dont on a pas mal parlé au niveau local, qui a été renommé le village sans prétention par ses habitants. Il n'est pas impossible d'ailleurs que sur RCN, vous ayez reçu des professionnels et des habitants de ce village. Je pense à la politique du logement d'abord aussi qui a été mise en place. Je pense à un autre dispositif qui est plus large à l'échelle du territoire, qui va jusqu'au Lunévillois et au Val-de-Lorraine, autour de Pont-à-Mousson, qui s'appelle le Léo, le lieu d'écoute et d'orientation. Voilà, donc ces premiers travaux ont donné lieu à des actions, en fait. On parle progressivement de recherche-action que j'ai avec Hervé Marchal, qui est mon maître à penser, professeur en sociologie également. On a mené ces travaux-là et on a été amené à accompagner la mise en œuvre de ces actions, à les évaluer, à travailler avec les aspects opérationnels, en fait, pour apporter une certaine expertise qui émane de la sociologie afin de déployer au mieux ces dispositifs. Et donc, en 2022, à force de faire ces petits travaux qu'on devait à chaque fois reconduire... Vous vous êtes dit, il faut quand même un peu avoir un ça vient regard... pas de moi. Mais effectivement, les acteurs se sont dit, et particulièrement les services déconcentrés de l'État, se sont dit, qui ont un rôle de coordination, d'animation, comme ça, de l'ensemble de ce secteur d'intervention, se sont dit, bon, il faut qu'on arrive à pérenniser, à structurer, à pouvoir capitaliser. Alors là, je reprends les mots vraiment... et évaluer. Oui, aussi c'est ça, on est vraiment dans le jargon néo-managérial voilà. et néolibéral. Donc, pour quitter, justement, donc, on a bien compris, c'est un observatoire pour que ça soit pérennisé, durable, évalué et durable. Pour rester, justement, sortir un peu du jargon, mais revenir à certaines définitions. Dans votre livre, notamment, vous expliquez que le sans-abrisme, c'est un néologisme qui peut embrasser très large. Et vous faites une distinction entre le sans-abrisme et la précarité résidentielle. Expliquez-nous ce que vous entendez alors par sans-abrisme. Quelle définition large, compréhensible par tous, pourriez-vous donner? Oui, je vais essayer d'être synthétique aussi. Là, il me semble qu'il y a 3 strates. C'est des choses que j'ai beaucoup plus développées dans mon précédent livre, l'idée reçue sur les SDF, qui est paru aux éditions Cavalier Bleu, à 2e édition en 2023, où je détaille ça là encore une fois. Je reviens dans l'introduction du livre avec Jean-Sébastien, je reviens là-dessus rapidement, mais l'enjeu de ce livre, c'est vraiment de rentrer dans sa vie. Mais là, effectivement, pour cadrer, on peut pour cadrer les repréciser. choses, le sans-abrisme, c'est... Ce qui est intéressant quand on parle de sans-abrisme, c'est déjà de parler non pas des sans-abri, mais d'une expérience, le sans-abrisme, de manière à ne pas réduire ces personnes à leur identité et à leur statut, parfois passager, de sans-abri. Donc on parle d'une expérience que vivent certaines personnes dans le fait, pas seulement de ne pas avoir de domicile à soi, mais aussi de ne même pas intégrer le système d'hébergement. Je m'explique. On peut distinguer 3 strates. Le sans-abrisme, le sans-domicilisme, alors désolé c'est un peu jargonneux effectivement, mais on essaie de conceptualiser en sociologie, et la précarité résidentielle. Grosso modo, les enquêtes de l'INSEE, je repars de là, les enquêtes sans domicile de l'INSEE, la première en 2001, la seconde en 2012, et puis la prochaine va avoir lieu là en 2025, c'est quand même les chiffres les plus fiables qu'on a, estime en 2001 à 86 000 personnes sans domicile, en 2012 à 143 000 personnes sans domicile, et on en estime aujourd'hui, et ça devrait se vérifier, autour de 300 000, soit grosso modo plus 100%, x 2, tous les 10 ans. Simplement, la grande majorité, c'est ce que montrent ces enquêtes, de ces sans-domicile sont hébergés dans le parc d'hébergement social, dans des hôtels sociaux, dans des CHRS, des centres d'hébergement de réinsertion sociale, dans des foyers, pour le dire plus rapidement. Seulement 10 à 15% de ces sans-domicile peuvent être considérés comme sans-abri au sens propre,
au sens où ils dorment dans des lieux non prévus pour l'habitation, encore une catégorie de l'INSEE, c'est-à-dire des tentes, des parkings souterrains, des métros dans les grandes métropoles, et parfois même à même la rue, sur le trottoir. Hein. Et ça touche surtout les grandes métropoles. Hein. Oui, c'est principalement un phénomène urbain. On pourrait explorer les raisons de cela. Il y a des travaux qui le documentent. Donc on voit bien qu'il y a un premier cercle, les plus marginalisés, les plus précaires, qui connaissent le sans-abrisme, en dehors du circuit de l'assistance la plupart du temps. Des gens majoritaires parmi les SDF, si on veut le dire vite, qui sont en réalité, qui ont un toit. Alors certes, c'est pas leur toit à eux, ce sont souvent, quasiment toujours, des positions temporaires, des chambres temporaires, ce qui pose la question quand même de la possibilité de se stabiliser, donc ça reste précaire. Oui, parce que c'est limité à quelques mois. Oui, dans les CHRS, c'est 6 mois reconductibles 2 fois. Dans les hébergements d'urgence, on va parfois sur du 2 à 3 mois reconductibles également. Et puis sur la mise à l'abri, quand vous faites le 115, c'est 1 nuit. Il faut rappeler le lendemain. Hein. Donc on est dans de l'ultra temporaire. Souvent, je pense aux mots d'Édouard Gardella qui sont parlants, un collègue sociologue. On est dans des formes de temporaire qui durent et de provisoire qui se répètent. Ce qui est assez contradictoire. Et vous évoquez 2 autres strates. Donc sans-abrisme, sans-domicilisme dans les centres d'hébergement et la précarité résidentielle à laquelle vous faisiez référence, qui permet là conceptuellement de penser, vous savez, on parle parfois du halo du chômage, pour penser la pauvreté plus généralement, c'est-à-dire des chômeurs qui oscillent et qu'on compte pas forcément à un moment T dans le contingent de chômeurs. Là, on peut considérer qu'il y a des formes de précarité résidentielle qui intègrent le halo du sans-abrisme, des gens qui sont menacés d'expulsion, mais qui sont en logement, des gens qui vont sortir du milieu carcéral, mais sans solution d'hébergement, donc qui vont là aussi intégrer soit la partie sans-abri, soit la partie sans domicile, des jeunes, vous en parliez en introduction, qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, parfois sans solution, non pas, parce qu'on tape beaucoup sur l'aide sociale à l'enfance, alors oui, on peut améliorer des choses, mais parfois ce sont des jeunes qui ont été institutionnalisés et contrôlés de leur point de vue toute leur jeunesse, et on leur dit à 18 ans, maintenant t'es grand, va falloir que tu te débrouilles. On pense que ça va leur faire peur et que ça va faire un électrochoc. Bien souvent, ce que ça produit pour les plus, encore une fois, pour les plus récalcitrants d'entre eux, c'est au contraire, ah oui, je vais me débrouiller, je vais envoyer sur les roses toutes les formes d'aide, particulièrement institutionnelles, qui me sont proposées, et je vais me débrouiller, et on les retrouve assez tôt dans la rue. Donc il y a là du sans-abrisme en puissance, du sans-abrisme virtuel, qui relève donc de ce qu'on peut appeler la précarité résidentielle. Vous donniez des chiffres assez significatifs, là, assez terrifiants même, je veux dire. On est passé en quelques années de 100 000 sans-abri à 300 000. On évoque souvent une forte croissance des jeunes là, parmi les sans-abri. Là. Oui. Il me semble que c'est en partie une idée reçue. C'est-à-dire que les chiffres sur les 20-30 dernières années, la moyenne d'âge, je peux parler pour la situation de Nancy, mais plus généralement on tourne autour de ça, la moyenne d'âge des gens en situation d'urgence sociale, donc plutôt sur le sans-abrisme, éventuellement qui essaient d'accéder à des centres d'hébergement et à s'y stabiliser un petit peu, et autour de 35 ans. Il n'y a pas une explosion en réalité du nombre de jeunes. Par contre, peut-être qu'on est plus sensible à cette question-là. Je vous répondrai la même chose par rapport à la question des femmes sans abri. En réalité, et c'est là où c'est important de distinguer sans-abrisme et sans domicile. Est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qu'avant ? Il y a plus de femmes sans domicile que par le passé. On est autour de 40%, des chiffres qui datent déjà un petit peu. Par contre, le fait d'être une femme, à juste titre, vous rend d'autant plus vulnérable dans le monde de la rue, vulnérable à des agressions physiques, d'ordre de violence physique ou voire sexuelle. Et donc vous protège paradoxalement contre le risque d'arriver réellement dans la rue, au sens propre, sans abri donc. Et vous êtes en tant que femme relativement prioritaire pour l'accès à des places d'hébergement. Si bien qu'à Nancy, on est plutôt entre 12 et 15% de femmes sans abri. Sur Nancy, à combien on estime le nombre de sans-abri, enfin au sens large ? On sait qu'il y a environ 2500 places d'hébergement, donc à minima 2500 sans domicile, si vous m'avez suivi. Ça inclut aussi les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Ça explique aussi l'augmentation exponentielle du nombre. Il ne faut surtout pas réduire la question à ça. Mais évidemment, avec les crises au Moyen-Orient et les processus migratoires qui émanent d'Afrique notamment, on a effectivement une explosion, c'est un grand mot, mais en tout cas une augmentation régulière du nombre de personnes considérées comme sans domicile. Ce n'est pas du tout le seul facteur structurel. Je pense qu'il faudrait commencer par questionner les modèles socio-économiques dans lesquels on s'inscrit et peut-être d'autres logiques structurelles.
Donc pour revenir à votre livre, là, comme vous l'avez rappelé, c'est un livre d'entretien. Hein. Vous avez choisi de restituer les propos de Jean-Sébastien sans en modifier la formulation. Hein. Ses coups de colère, la lassitude en un mot, sa galère que vous présentez comme représentative. En quoi est-elle vraiment représentative ? Grande question, parce qu'on pourrait répondre, on me le répond parfois, à quoi bon faire des catégories et analyser des choses sur la rue. Tous les individus sont différents et finalement il y aurait une telle singularité que personne ne serait représentatif d'un phénomène plus général. Évidemment, si on s'arrête là-dessus, la sociologie ne sert plus à rien. Et ça ne sert plus à grand-chose de réfléchir. Tout n'est que de la singularité, de l'individualité. En réalité, il y a quand même des points communs et des différences. Et l'enjeu, c'est d'aller clarifier un petit peu le sans-abrisme et de montrer qu'effectivement, il y a une diversité de profils en fonction des trajectoires qui ont amené les individus dans cette situation, en fonction des ressources dont ils disposent à ce moment-là ou issus de leur passé, en fonction des stratégies qu'ils vont mobiliser pour s'adapter à ces situations de survie. Donc, il y a effectivement une diversité de manières de survivre. Néanmoins, on peut réunir, on peut rassembler des individus. Ici, Jean-Sébastien, il est représentatif d'une forme de volonté tenace dans sa part. Il a 37 ans aujourd'hui, Jean-Seb, de se maintenir, c'est le terme de Pascal Pichon, sociologue stéphanoise, se maintenir, c'est-à-dire sauver la face et essayer de coller à la normalité. À plusieurs reprises dans le discours, dans son discours, dans nos entretiens, il dit, mais moi j'évite de traîner trop avec les gens de la rue, je voudrais pas rajouter de la merde sur de la merde. Je veux pas chercher les embrouilles, je tiens à garder un pied dans la normalité, et c'est quelque chose à laquelle il s'accroche. Il est représentatif de toutes ces personnes qui, malgré ces 13 ans de parcours de rue, malgré effectivement des expériences marginales, à certains moments dans la toxicomanie, à d'autres moments vraiment dans des squats insalubres ou dans des parkings souterrains, néanmoins essaye de coller aux attentes. Il respecte encore les normes dominantes, il y souscrit encore de la société, qui sont celles du logement ordinaire, du travail, de relations amicales normalisées, de consommation maîtrisée, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les sans-abri. Donc il n'est pas représentatif, pardon Philippe, il n'est pas représentatif d'une autre frange, par exemple, de gens de la rue qui se revendiquent comme zonards, routards, et qui, eux, retournent le stigmate d'une certaine manière, critiquent les normes de la société. À aucun moment, d'ailleurs, dans le livre, vous employez l'expression de zonard et de routard. Du tout, parce qu'il n'en est pas. Il n'en est pas. Votre rencontre avec Jean-Sébastien est, elle, particulièrement singulière. Là. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots là ? Il y a toute une histoire, c'est assez romanesque d'ailleurs, et je suis assez ému à ce moment-là en vous présentant l'ouvrage, et puis quand il est sorti, et en faisant tout ce travail avec Jean-Seb. En réalité, on s'est connus, on avait 12 ans. On était en classe ensemble, on s'est connus au collège, on était en classe ensemble en 5e, en 4e, en 3e. Voilà, évidemment, j'étais encore pas sociologue, il était encore pas sans-abri. Et puis voilà, moi, au lycée, on a pris des chemins différents. On n'était pas non plus, je veux pas en rajouter, on n'était pas de très bons copains. Il était déjà, je l'ai su ensuite, assez précaire par son milieu familial. On revient là-dessus dans l'ouvrage. Et puis, moi, j'étais très occupé dans les activités sportives à ce moment-là. Néanmoins, on se rappelait l'un de l'autre. Et quand j'ai commencé justement à travailler sur le terrain, puisqu'en fait en 2017, je suis allé passer 8 mois dans la rue, quotidiennement, avec les gens de la rue, comme j'aime les appeler, pour pas justement parler sans-abri, sans domicile, précarité résidentielle, voilà, les gens de la rue. Et je suis retombé sur les... Je me suis dit, mais on se connaît, t'es Jean-Seb, mais oui, je te reconnais aussi. Bon, et puis, j'ai travaillé avec lui comme avec plein d'autres personnes pour essayer de comprendre leur vie quotidienne, et puis tout en partageant leur expérience, approche anthropologique, si on veut la résumer rapidement. Et puis plus tard, on a gardé contact. Moi, je suis toujours en lien avec de nombreuses personnes qui ont connu la rue ou qui y sont encore à Nancy. Et on a eu cette opportunité avec les éditions Kéros, avec le laboratoire dijonnais dont vous avez rappelé le nom tout à l'heure, qui m'a aidé dans la publication de cet ouvrage, financièrement, faut le dire, je les remercie encore. On a eu cette opportunité de faire un ouvrage de récit de vie. Et je m'inscrivais là encore dans les pas d'Hervé Marchal, dont je parlais précédemment, qui lui venait de sortir quelques années avant. Ce qui est plutôt rare, parce que là, souvent des regards
je vais dire sociologique au sens universitaire du terme, Oui. on a un discours sûr. Là, vous avez donné la parole à quelqu'un qui vit, qui fait partie des gens de la rue C'est l'un et des qui enjeux. raconte sa vie. Tout à fait. Vous avez aussi choisi le parti pris de ne pas toucher un seul mot de ces déclarations. Hein. Parfois, ça peut surprendre à la lecture. Pourquoi ce parti pris? C'est pour essayer de mettre en valeur ces accents de sincérité, ces accents de sincérité, d'authenticité. On cherche effectivement, j'allais employer ce terme, on cherche l'authenticité, la parole directe. Ça relève de la tradition ethnographique, anthropologique, c'est-à-dire qu'on repart du point de vue des paroles et des pratiques des acteurs, des individus dont on essaye de comprendre la vie et les pratiques. Donc, de fait, il nous semblait important, dans ce cadre-là, je dis nous, parce qu'Hervé, j'étais là-dessus, venait de sortir Le détenu et le sociologue, dans le même ordre d'idée, en laissant la parole à Daniel, un détenu de longue date. Voilà. Donc c'est un parti pris méthodologique, mais pas que, on dit épistémologique, c'est un peu barbare. C'est-à-dire c'est une manière d'amener de la connaissance. Un parti pris à la fois scientifique et humain, parce que votre livre scientifique et méthodologique. Est vraiment profondément humain. On est baigné, on est pétri d'humanisme, et ça ressort dans l'introduction d'ouvrage. Dis-on là encore, parce que je le dois à Hervé Marchal. C'est-à-dire que derrière la vie d'un détenu de longue durée qui a tué, derrière la vie d'un sans-abri qui s'est drogué, qui a eu des démêlés avec la justice, encore très peu dans le cas de Jean-Sébastien, mais un petit peu quand même, dont on pourrait, si vous voulez, réduire l'existence à des mauvais côtés et porter un jugement. Ça reste des humains. Vous êtes allé chercher la part d'humanité. C'est ça, et on n'a pas besoin de la chercher trop loin, en réalité. Votre livre, c'est surtout pas du misérabilisme. En même temps, vous dites à un moment donné dans votre livre, de toute façon, je crois que vous le répétez même à plusieurs occasions, sans-abri, c'est un peu ambivalent. Il y a une responsabilité de l'individu, une responsabilité de la société. On ne va pas chercher, faire des pourcentages. Ça vaut, oui, ça vaut pour le sans-abri comme pour tout un chacun, comme pour vous et moi. Finalement, là, on peut renvoyer aux travaux de Pierre Bourdieu. Dans quelle mesure sommes-nous tout à fait libres et conscients de nos choix, et dans quelle mesure nos choix, nos décisions, notre parcours de vie n'est pas déterminé socialement en fonction de notre position de classe, en fonction des dispositions, des manières d'agir, de penser, de sentir qu'on intériorise par rapport à notre éducation, notre socialisation, on dit nous. Donc, mais à la différence de Bourdieu, pour vous, il y a quand même une part de liberté dans le déterminisme. On a trop souvent réduit Bourdieu à cette absence de liberté, mais il la reconnaît aussi, notamment dans le sens pratique, qui sort en 80, si je ne dis pas de bêtises. Il reconnaît cette part de liberté. Mais il cherche effectivement, lui, à montrer, à dévoiler, c'est son terme, les pesanteurs sociales qui déterminent en réalité notre parcours, alors même qu'on a l'impression d'être maître de notre existence. Donc, vous évoquiez justement les pesanteurs sociales qu'ont marqué Jean-Sébastien, Jean-Seb, comme vous l'appelez. Oui. Vous sentiez qu'il y avait déjà une précarité sociale quand il était collégien. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de sa vie un peu enfin, pas un peu, beaucoup cabossée? Oui, encore que dans la rue, il y a des parcours bien plus cabossés. Jean-Seb, par exemple, il a... Alors, le bouquin commence, et moi j'ignorais ça, donc j'ai appris beaucoup de choses aussi sur lui, et plus généralement sur la vie, si je puis dire. Le bouquin commence sur « Moi, je suis un gamin, j'ai pas été voulu ». Voilà. Et on parlait d'authenticité. Ça revient d'ailleurs à plusieurs occasions là, dans le livre. Tout à l'heure, on parlait de l'intérêt de donner la parole, l'authenticité. Il ne faut pas non plus, je rappelle ça dans l'introduction, prendre pour argent comptant la parole. Ce qui est intéressant, c'est non pas de savoir si c'est la vérité ou pas, mais c'est de tenir compte du fait qu'on est dans la reconstruction d'un récit de soi, et c'est sa vérité à lui. C'est comme ça qu'il se construit. Et c'est en ce sens-là que ça a de la valeur. Que ça soit la vérité ou non, je ne suis pas allé recouper l'ensemble des informations, ce serait même impossible, et ce n'est pas le projet de l'ouvrage. Le projet de l'ouvrage, c'est de repartir de ce qui est dit pour comprendre comment lui se fabrique avec tout ça. Et donc il commence par dire « je suis un gamin, je ne suis pas voulu ». Justement, dès l'origine, on sent qu'il a du mal à se fabriquer. Là. Et je pense que ça, malheureusement, c'est déterminant, c'est chevillé au corps dans toute son existence. Et ça risque de le suivre. Après, on fait avec nos névroses les uns et les autres aussi. Il s'agit pas de... J'essaie toujours de replacer les gens qui connaissent l'expérience du sans-abrisme finalement dans ce qu'il y a d'humain, encore une fois, de commun dans tout ça. Et je pense qu'on traverse tous des choses comme ça, qu'on se construit tous de cette manière-là. Bourdieu encore parlait de l'illusio biographique, comment on se raconte un petit peu à nous-mêmes notre existence pour y donner du sens, pour être acteur aussi de notre vie. On le traverse tous. Par contre, l'expérience de sans-abrisme nécessite, impose, rend impérieuse cette nécessité de se raconter
à soi-même, on sent à un qu'il autre a, récit. d'ailleurs, c'est un enfant non voulu. Il a eu lui-même, il était aussi père. Il a eu des enfants, je crois, deux. Hein, si je me Il a trompe trois pas. trois enfants. Trois enfants. Oui. Avec lesquels il a des relations ou Oui, pas de donc, relations du tout. Enfant non voulu, il n'a oui. pas connu son père biologique. Scolarité assez chaotique, quoi qu'il arrive jusqu'au bac, quand même. Précarité économique aussi, il faut le dire. Hein. Il a fait quand même des études, il a eu une formation. Oui, il a été jusqu'en licence de biologie, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans les sciences de la nature. Qui n'a pas terminé avant de renchaîner sur des études plus techniques d'électrotech, avec lesquelles il a travaillé. Donc c'est quelqu'un qui est diplômé, ce qui est déjà une minorité dans le monde de la rue, parmi les sans-domicile et plus fortement encore parmi les sans-abri. Donc à ce titre-là, parcours cabossé, mais néanmoins pas tant. C'est-à-dire qu'il y a des parcours, je pense là à certaines personnes qui ont connu la DAS à l'époque, l'ASE, depuis leur plus tendre enfance, qui ont été des bébés violentés, des gamins touchés physiquement, agressés sexuellement, qui ont été des gamins drogués. Enfin, on a des parcours qui sont parfois beaucoup plus chaotiques dès l'origine. Donc justement, vous évoquiez, avant qu'on fasse une respiration musicale et qu'on évoque le côté, j'allais dire un peu conte de Noël, parce que Jean-Sébastien finira par rencontrer un bienfaiteur. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles dans cet ouvrage. Vous aviez fait allusion tout à l'heure au service de l'enfance, aux services sociaux dédiés à l'enfance. Donc ça concerne prioritairement les départements là, qui sont souvent montrés du doigt en ce moment en raison d'un certain nombre de scandales ou d'insuffisances ou perçus comme tels. Vous dites, moi je les défends quand même parce qu'ils font quand même un gros travail. Si vous voulez, c'est toujours un exercice d'équilibriste. Et la sociologie a des outils, les sciences humaines plus généralement, pour se tenir en équilibre. Je trouve ça toujours trop facile et trop direct que de taper uniquement sur l'action de l'État, sur l'action publique plus généralement, des collectivités locales et de l'État. Je rappelle par exemple dans les idées reçues sur les SDF, oui, on ne fait pas tout bien, c'est quand même 2,8 milliards en 2023 qu'injecte l'État sur les sans-abri. Je travaille étroitement avec la DIAL, qui est la délégation interministérielle qui s'occupe des sans-abri et des sans-domicile et de tout le système d'assistance qu'on essaie d'aborder. Ce sont des gens dévoués, qui ne sont pas là par hasard. Alors, ils agissent dans un cercle de contraintes, parfois budgétaires et politiques, hein, certes. En tout cas, c'est trop facile d'aller taper sur le département parce que l'ASE déconne, l'aide sociale à l'enfance. Ou d'aller taper sur l'État, déconcentré ou central, parce qu'on ne fait rien pour les sans-abri. C'est pas vrai. On fait des choses. Par contre, il faut rentrer dans le détail, et c'est là où l'équilibre doit être compensé. Il faut rentrer dans le détail et voir où ça pêche, voir ce qu'on fait mal, donc reconnaître des bonnes volontés et des moyens qui sont mis, montrer aussi que peut-être les moyens sont insuffisants ou mal utilisés, et puis qu'on peut travailler autrement. Mais on est face à des situations, pour m'en tenir au sans-abrisme, mais ça vaut aussi pour l'aide sociale à l'enfance. En fait, on est complètement débordé par l'ampleur du phénomène. Et ça dans tous les secteurs de la société aujourd'hui. Et en fait, vous expliquez, il y a une difficulté sur lesquelles on viendra peut-être. Il y a deux difficultés. D'une part, des sans-abri qui ne souhaitent pas d'aide institutionnelle, ou des sans-abri qui sollicitent l'aide institutionnelle et qui reprochent, c'est le cas de Jean Seb, un manque de suivi parce qu'il y a souvent des changements de travailleurs sociaux. Oui, ça correspond à une réalité ou si c'est son ressenti? Non, ça c'est clairement une réalité. Ça fait partie des choses qu'on peut critiquer. Donc effectivement, il y a des choses qui sont faites. Parce que c'est des travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux, c'est un métier très dur. Hein. Oui. Alors là, ils sont en première ligne, ils en prennent plein la tronche, hein, si je peux le dire comme ça. Et puis, ce sont des métiers qui sont mal reconnus. Alors il y a des efforts, il y a des choses qui bougent un petit peu en ce sens, mais on est encore loin. Il y a un parallèle à faire avec nos professeurs des écoles aussi, nos instituteurs et nos profs plus généralement, hein, qui sont des métiers fondamentaux, des métiers du lien, des métiers de l'éducation, et qui sont aujourd'hui totalement dévalorisés. Il n'y a pas dans la manière dont on aide aujourd'hui, il n'y a pas seulement le changement de travailleurs sociaux, il y a le changement, si vous m'avez compris tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on déplace les gens d'un foyer à un autre au fur et à mesure de leur avancée dans le parcours de réinsertion. Si bien, j'ai pris l'habitude de le dire comme ça,
on parle d'errance urbaine. Moi, j'ai Oui. pas retrouvé ça. J'ai pas Je veux retrouvé dire. d'errance dans la rue. Par contre, il y a une errance institutionnelle qui est fabriquée Oui, là, il n'y a par pas la de point manière dont on d'ancrage est. pour leur permettre de se Bah oui. reconstruire, et d'avoir des points de repère. On les là. met à l'épreuve systématiquement d'un Ouais. foyer à l'autre. Ils doivent Ouais. changer de référent, changer de règlement, changer d'habitat. Même Oui. si, Et c'est puis il pas faut chez- rentrer pas dans le chez soi. système, c'est pas Ah évident. oui. Là. En fait, on les déstabilise sous couvert d'essayer de les stabiliser. On Ouais. fabrique l'errance contre laquelle on prétend lutter par ailleurs. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie du sociologue Thibaut Bezosi, qui est spécialiste du sans-abrisme et qui a écrit un livre, Le sans-abri, le sociologue, et qui retrace le parcours d'un sans-abri qui s'est confié à Thibaut et qui lui a donné d'ailleurs largement la parole. C'est Jean-Sébastien qui est sans-abri maintenant, en train de sortir difficilement de sa galère. On reviendra Oui. à Nancy. Nancy qui compte, disiez-vous tout à l'heure, pas loin de 2500 sans-abri au niveau de l'agglomération, Sans domicile. sans domicile. Parce que ce sont les places d'hébergement. Sur les sans-abri, il y a des systèmes de comptage qu'on met en place avec les nuits de la solidarité, qui vont avoir lieu là, fin janvier d'ailleurs, qui ne sont pas très fiables en termes de quantification. Moi, j'estime depuis plusieurs années autour d'une centaine de sans-abri à un moment T. Parce que, comme je vous l'expliquais, il y a du turnover, il y a des gens qui sortent de prison, qui sortent d'hôpital, qui sortent de cure. Donc, qui n'ont vraiment sortent rien. d'ASE. C'est, Ça bouge. Là, on parle des sans-abri au sens propre, on est autour d'une centaine. donc, ces sans-abri, justement, sans hébergement, là, sans rien. Certains dorment dans la rue, parfois dans des parkings. Oui, c'est J'en vraie sais question à Nancy, ouais. dormir. Justement, c'est une vraie question avec tous les problèmes de sécurité oui. qui se posent pour les sans-abri eux-mêmes. Là. Oui, j'ai eu la chance d'être appelé en expertise par la municipalité de Nancy durant l'année 2023, c'est assez récent, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé le plan errance. On retrouve encore ce terme d'errance là qui me pose problème, mais bon, c'est le terme qui est employé par les politiques et les administrateurs. Le plan errance qui partait des problématiques, à juste titre, des problématiques à la fois sociales et sanitaires que pose la question de groupes marginalisés qui se réunissent dans l'espace public, mais également de problématiques sécuritaires, avec un ras-le-bol qui s'exprime régulièrement de la part des commerçants, des riverains, des responsables de la gare notamment, puisqu'on est souvent dans des points bien identifiés autour de la gare, des centres commerciaux ou des supermarchés. Donc j'avais travaillé cette question-là de la sécurité en essayant d'apporter finalement des réponses assistentielles et de soins. Donc, quelle réponse on peut apporter concrètement là? C'est pas si simple parce qu'on se heurte, vous le rappeliez en début d'émission, à propos de la situation parisienne, à des concurrences, des jeux de concurrence politiques. Qu'on connaît sur Nancy aussi. Qu'on connaît aussi sur Nancy, ne serait-ce qu'à l'interne de la politique municipale, entre les différents champs de responsabilité. Le champ de la sécurité, le champ du social, le champ du sanitaire. Ce sont des gens qui, de fait, essayent de travailler ensemble, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas le même regard. Et qui parfois ont bien du mal à coopérer. Je me suis heurté un petit peu à ça. Néanmoins, on a fait des choses. On a ouvert à la mairie la bagagerie solidaire au 32 de la rue Sainte-Anne, qui est portée par la Croix-Rouge, l'atelier des solidarités qui a été inauguré il n'y a pas si longtemps. On est en cours de réflexion sur le lancement d'une HSA, une halte santé addiction. C'est le nouveau nom des salles de consommation à moindre risque. De l'encadrement de la consommation d'alcool aussi dans un lieu dédié. Et puis bon, moi j'avais des idées un peu plus ambitieuses, mais nécessairement plus compliquées à faire passer sur le plan politique, notamment autour de l'accompagnement de ces groupes marginalisés en situation dans des espaces qu'on aurait pu construire avec eux, espaces extérieurs, et accompagner. La philosophie qu'on essaie de développer dans le champ de la recherche le plus souvent consiste à non pas interdire et être dans la répression, mais à plutôt commencer par tolérer pour ensuite accompagner et réduire les risques. Alors ça vient de la réduction des risques en addictologie, mais on peut parler aussi des risques de délinquance, des risques de troubles à l'ordre public, etc. Mais pour ça, il faut commencer par tolérer. D'ailleurs, la rue a ses, si j'ose dire, ses règles de vie, raconte Jean-Sébastien. Certains qui font la manche debout, d'autres assis. Il y a une sorte de partage des quartiers, tout dépend. Vous avez bien fait la différence entre les sans-abri ou sans domicile et les zonards. Il y a vraiment
Oui, là, ce qui m'a frappé aussi dans le récit, mais je m'y attendais, mais là, c'est une autre manière encore d'apporter cette connaissance, c'est que ce que raconte Jean-Seb à partir de ses yeux, de sa chair, de son propre vécu, qui n'appartient qu'à lui, finalement, ça fait largement écho à des travaux que j'avais pu publier précédemment, plutôt dans les articles scientifiques très académiques, qui montraient ce que j'appelais les formes de structuration sociale du monde de la rue. Structuration spatiale, structuration temporelle, structuration relationnelle et structuration morale. C'est-à-dire, pour le dire rapidement, qu'il y a des lieux d'ancrage. On ne va pas comme ça nulle part sans but à n'importe quel... Il y a des horaires, il y a des rythmes, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a également des formes de relations. Alors, tantôt de solidarité, tantôt de prédation, de conflit, parfois les deux un peu mélangés, etc. Mais en tout cas, il y a des liens, ce ne sont pas des gens uniquement isolés, en tout cas, il n'y a qu'une minorité d'entre eux qui est très isolée. Et puis, vous y faisiez écho, il y a des règles. Il y a des règles morales, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas dans le monde de la rue. Ce n'est pas seulement la jungle et la loi du plus fort. Alors certes, la force physique, la virilité et la gouaille font partie des règles qui vous permettent d'être reconnu dans la rue, mais c'est pas du tout les seules règles. La manière de s'occuper de son chien, la manière de dire ou de ne pas dire des choses sur les uns et les autres, la discrétion, la manière d'être réglo. C'est-à-dire, à un moment donné, on emprunte quelque chose, on rend, il y a tout un système de dons et de contre-dons, parce que c'est des gens qui sont régulièrement en galère. Ça, c'est indépendant de la force physique. Néanmoins, ça va faire que vous êtes reconnu, valorisé ou dévalorisé dans le monde de la rue. Il y a toute une stratification, comme ça, toute une hiérarchisation des espaces, des relations et, in fine, des gens de la rue. Et selon le profil, je vais dire, certains, justement, acceptent une aide institutionnelle, acceptent notamment d'aller au lieu d'hébergement, d'autres refusent catégoriquement en disant qu'il y a parfois des problèmes de sécurité ou qui se sentent maltraités ou pas reconnus. Quelle est à peu près la part de gens de la rue qui acceptent l'aide institutionnelle ou d'autres qui la refusent Comment vous les... C'est toujours difficile à quantifier parce qu'on est sur des situations transitoires, évolutives. Et quand on fait des stats, on est à un moment T. Donc on n'a qu'une photographie d'un truc qui évolue. Donc c'est assez compliqué néanmoins, en m'appuyant et en triturant les données de l'accueil de jour qui était au 32 de la rue Sainte-Anne à l'époque, qui est maintenant au 34 rue des Fabriques, qui est tenu par l'association ARS, Accueil et Réinsertion Sociale, qui fait un gros travail avec l'association Arélia aussi sur la métropole du Grand Nancy à propos de la question SDF. J'avais pu identifier... ça remonte un peu 2017-2018, une part de mémoire entre 15 et 20% de gens qui sont chroniquement et durablement en situation d'urgence sociale. C'est-à-dire qu'on les voit apparaître dans les statistiques de fréquentation de l'accueil de jour pendant plusieurs années, j'avais retenu 3 ou 4 ans minimum, et à plusieurs reprises dans l'année. Parfois entrecoupé de plusieurs années d'écart, parfois durablement. Donc il me semble que on a là des publics qui soit ne recourent pas à l'assistance qui leur est proposée, soit y ont recouru, mais n'ont pas réussi à s'y incliner, à s'y soumettre, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on est extérieur à ce monde-là, on se dit, mais je comprends pas, on parle d'en haut, je comprends pas, il a calé dans un foyer, pourquoi il dort dehors? On se rend pas compte du contrôle social et de l'ensemble des obstacles, pas seulement pratiques. Vous parliez là des formes de règlement, de l'insécurité, de la promiscuité avec d'autres usagers, mais c'est symbolique aussi. C'est-à-dire se soumettre à un ordre qui n'est pas le nôtre, se soumettre à des règlements intérieurs qui sont quand même drastiques. En fait, c'est impossible d'être chez soi dans ces foyers-là. On n'a pas le droit d'inviter des gens de l'extérieur, on n'a pas le droit de boire une goutte d'alcool, évidemment pas le droit à la drogue, on n'accepte pas les animaux le plus souvent. Enfin, c'est des choses qui sont en train de bouger, particulièrement à Nancy, puisque on enfonce des portes, pas ouvertes là pour le coup, mais ça reste minoritaire, ces petites lignes qui bougent. Donc finalement, moi ce que j'ai montré dans mes premiers travaux, et Jean-Seb l'incarne, c'est qu'il y a une certaine logique, il y a une rationalité à ne pas recourir à ces foyers-là. Et je dis souvent, certaines personnes, on est plutôt sur les 15-20% de sans-domicile qu'on retrouve régulièrement dans le circuit d'aide en urgence, préfèrent la liberté et la débrouille à, soi-disant, la sécurité et le confort qu'offriraient des centres d'hébergement. Et c'est les mêmes qui n'iront pas demander non plus un logement, parce que beaucoup se plaignent de la difficulté aussi de passer par tout un processus administratif, et on sait que c'est provisoire. Et pourtant, il y a des organismes sociaux,
là, qui n'ont pas le meilleur rôle, enfin, qui ne sont pas présentés sous leur meilleur visage dans le livre, à partir du témoignage de Jean-Seb qui explique qu'il est expulsé par on ne donnera pas le nom, mais par un bailleur social. Est-ce que finalement, pour quand même les défendre, les bailleurs sociaux ne sont pas pris entre le marteau et l'enclume? Il leur faut quand même assurer, non pas un minimum de rentabilité, mais quand même qu'ils puissent s'y retrouver, tout en devant, c'est dans leur mission, accueillir les plus fragiles. Ça vaut au niveau de l'hébergement social aussi. On vient de montrer avec mon collègue Aurélien Carotenuto-Garot, dans le cadre de la préfiguration de l'Observatoire dont on parlait tout à l'heure, en lien très rapproché avec la métropole, on a, si vous voulez, fait le bilan de la politique du logement d'abord. Je passe, mais c'est déployé à l'échelle de la métropole du Grand Nancy depuis 2021. Et on montre dans ce travail analytique qu'en fait, il y a toute une configuration d'acteurs institutionnels, associatifs ici, qui essayent de faire gravir les marches de l'escalier de la rue au logement pour les personnes sans domicile, et chacun est pris dans un certain nombre de contraintes au niveau de cette configuration. Je vais vous citer, d'ailleurs, dans votre livre, vous écrivez que la prise en charge institutionnelle de l'exclusion du logement se présente comme un escalier de pain rose qui ramène inexorablement vers la case départ. Oui. C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. J'allais conclure là-dessus sur la configuration. En fait, on parle de l'inaccès au logement, la quasi-impossibilité d'accéder au logement pour des personnes sans domicile qui seraient issues de l'hébergement social depuis peu ou encore plus de l'urgence. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un sas assez indépassable et une très faible possibilité de sortir par le haut de tout ça, compte tenu des contraintes, du marteau et de l'enclume, dans lesquelles sont pris l'ensemble des acteurs qui œuvrent pourtant avec toute leur bonne volonté et leur force à essayer de faire ça. Mais ils sont pris au piège de logique, là, pour le coup, économique. La mise en concurrence des publics, il ne faut pas sous-estimer ça aussi. C'est-à-dire que les sans-domicile et les sans-abri, c'est une goutte d'eau dans l'océan des publics prioritaires à l'accès au logement social. Les femmes victimes de violences, pourquoi elles ne seraient pas prioritaires aussi par rapport à des sans-domicile? Les personnes porteuses de handicap, les personnes vieillissantes qui souffrent d'un syndrome de Diogène, par exemple, qui entassent tout chez elles. Donc on a là... Et je crois qu'il y a 13 ou 14 publics prioritaires. Donc pourquoi plus les sans-domicile que les autres? Là, pour le coup, je ne prêche pas pour ma paroisse. Mais c'est vrai que les bailleurs sociaux sont pris au piège de ça. On a quelques minutes de la fin de l'émission. On approche des fêtes de fin d'année qui ne seront pas forcément roses pour tout le monde. Donc on ne va pas quitter quand même la réalité, mais il peut y avoir dans les réalités difficiles, dans le réel, quelques bonnes nouvelles. Il y a un côté conte de Noël dans votre livre quand Jean-Seb vous explique qu'il a rencontré un jour, quasiment par hasard, semble-t-il, un bienfaiteur. Oui. C'est à peine croyable. Moi, j'ai relu 2 fois les mêmes pages pour voir si... Mais étonnamment... Si c'était pas une illusion d'optique. Ça fait vraiment la balance avec ce qu'on vient de se dire sur le système assistentiel institutionnel. Et bien souvent, les gens de la rue, particulièrement lorsqu'ils y sont ancrés depuis de nombreuses années, prient pour... une aide bénévole, une aide personnalisée, pas une aide impersonnelle, administrative et institutionnelle. Pour Jean-Sébastien, ça s'est passé comment là? Il a rencontré ce gars qui, j'ai voulu le maintenir dans l'anonymat, ce monsieur que j'appelle Loïc dans l'ouvrage, qui porte un autre prénom, qui est en fait qui est un notable local, qui appartient au Rotary Club, une des branches du Rotary Club, et qui s'est pris d'affection pour Jean-Seb, avec l'idée de dire je vais te mettre au travail et tu vas t'en sortir. Hein, on est quand même sur des approches philosophiques assez, comment le dire, traditionnelles. Traditionnelles. Enfin, il faut bosser, quoi. Ce qui peut s'entendre, d'ailleurs. Et puis Jean-Seb a les compétences, les diplômes, et ça, c'est parti de là. Et donc il a commencé à raccrocher au boulot. Ce monsieur l'a aidé ensuite à trouver un logement. Et c'est là aussi qu'on s'est retrouvé avec Jean-Seb. Et Jean-Seb était prêt quand je lui ai proposé, et c'est aussi pour ça que je lui ai proposé. Ça serait pas le temps de faire le point sur ta vie, là, si tu veux. Moi, j'ai l'opportunité de faire un bouquin comme ça, ce serait idéal, quoi. Et il a sauté sur l'occasion, il m'a dit, bah oui. Et donc, on s'est réunis 4 fois, c'est comme ça qu'on a produit le bouquin. On s'est réunis 4 fois à partir du moment où ça faisait 1 an qu'il avait rencontré ce gars-là, et quelques mois qu'il était en logement et qu'il bossait, quoi. Donc, et moi, je voyais les sur le visage... Les bienfaiteurs continuent de le suivre, là, aujourd'hui, là. Oui. Alors, ils ont eu... évidemment, c'est compliqué, parce que Jean-Seb, il est aux prises avec des difficultés personnelles. On
n'efface pas 13 ans de rue comme ça. Et donc, c'est pas rose tous les jours au travail. Dans ses fréquentations, même s'il les limite au maximum, parfois dans ses consommations aussi. Et donc, il y a eu de la friture un petit peu avec ce bienfaiteur. Néanmoins, je sais de sources sûres la semaine dernière encore, qui sont encore en lien, et que Loïc, comme je l'appelle, le monsieur, essaie toujours de l'accompagner. Là, et Jean-Seb s'en est sorti aujourd'hui, aux dernières nouvelles. Il est en train d'essayer de retrouver une situation résidentielle stable. Donc ça s'est déstabilisé. Et il me semble qu'il a reconnu une période de rue assez courte. Et donc on est dans des incertitudes. Il n'a pas pu conserver un appartement, mais il a toujours un emploi. C'est assez flou, ça fait partie des choses où je suis obligé de me fier à sa parole. Vous disiez tout à l'heure qu'il est critique aussi envers les travailleurs sociaux ou autres. Là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je ne prends pas ça pour argent comptant. Par contre, c'est le récit que lui s'en fait. C'est comme ça qu'il sauve la face et c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Parce qu'il avait trouvé un emploi là, mais qui était... Oui. C'est difficile aussi de garder un job. Il a tenu pendant plusieurs mois. Et donc il s'est retrouvé dans un système de sous-location au 4e chapitre, la 4e partie du bouquin, on en parle un petit peu, de sous-location qui est évidemment très peu stable parce qu'il est à la merci de son propriétaire. Il n'y a plus de bail, il n'y a plus de droit en fait. Et puis, semble-t-il, il a fini par être un peu mis dehors, mais temporairement. Il y a aussi une forme d'auto-exclusion à un moment donné aussi. Et là, il est en train de voir pour rebondir. Je ne veux pas trop m'avancer, parce que je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais avec des associations caritatives, ce qui n'est pas du tout le même type d'accompagnement que les centres d'hébergement très institutionnalisés, très professionnalisés, qui offrent une aide qui est parfois rejetée, effectivement. Donc, est-ce que vous comptez justement ces associations caritatives, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aide institutionnelle, des collectivités, de l'État, est-ce qu'il faut tout attendre forcément de l'État et des collectivités? C'est toujours pareil, parce que... c'est quand même une compétence de l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déconner. Là, j'hausse un peu le ton. Et ok, c'est important que les citoyens et des organismes parfois plus ou moins religieux, Secours catholique, la Maison Lazare, la Société Saint-Vincent de Paul, fassent du caritatif. C'est bien. Par contre, il ne faudrait pas que l'État se repose sur eux. Se défausse. Ah oui, et à certains moments, on se pose la question. Et donc, c'est pas le même type d'aide. C'est bien que ça soit complémentaire, il le faut, et puis ça répond aussi à des besoins de personnes qui ont envie d'être dans le caritatif, d'être bénévoles, etc., quelle que soit leur raison. On a travaillé là-dessus avec mes étudiants de Sciences Po, d'ailleurs, cette année, quelle que soit leur raison, mais il ne faudrait pas que ça se substitue aux compétences de l'État ou des collectivités territoriales à d'autres égards. Donc il y a là encore un équilibre à trouver entre le fait de montrer, c'est bien, il y a d'autres formes d'aide qui sont parfois mieux reçues, mais attention, il ne faudrait pas que l'État se désengage et se défausse, justement. Vous disiez que vous aviez le sentiment, tout à l'heure, que les collectivités, enfin les institutions semblaient débordées. Si on voit effectivement l'augmentation du flux, est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, on peut espérer une stabilisation? Ou si c'est la société qui devient de plus en plus dure? Ou si c'est le rapport des individus au collectif qui change? On va bientôt se quitter, donc je ne voudrais pas être trop pessimiste ou fataliste. Est-ce que vous avez, j'allais vous demander quand même si vous avez quand même un fond d'espoir à force de les observer. Je répondrai assez froidement qu'en tant que sociologue, on n'est pas là pour avoir de l'espoir ou pas. On analyse, on voit ce qu'il en est. Maintenant, je ne suis évidemment pas que sociologue, et quand dans mon intimité personnelle, je ressens parfois, effectivement, de fait des émotions ou des positionnements éthiques, voire politiques. Je ne suis pas très optimiste, autant vous le dire clairement. Ce à quoi je crois, c'est la possibilité... Déjà, il faut repartir d'une ère de la guerre, en fait. On peut révolutionner autant qu'on veut l'hébergement, il faut des logements. On a besoin de logements. Et pas, je vous le disais, pas que pour les sans-domicile et sans-abri. On a besoin de logements. Ça peut être, je crois à ça, des habitats légers. Tiny house, ou pourquoi pas des habitats légers type caravane ou modulaire, qui permettent pour un temps, ce ne sera pas une solution, mais ça permet pour un temps qui peut être de 10 ou 15 ans dans la transition à l'échelle très structurelle macro-sociale. Jean-Seb l'attend très fortement. Il y a plusieurs occasions. Quand je suis dans un logement, moi je ne me demande que ça. Pour avoir mon petit chez moi, je n'attends pas 300 mètres carrés, mais... je ne veux pas plus. Voilà, ma douche, ma cuisine...
Et là, on percute l'actualité encore. Hein. On percute l'actualité parce que c'est l'un des secteurs qui est les plus frappés en ce moment par les évolutions structurelles de notre société, le secteur du logement. Et à rebours, par ricochet, celui de l'hébergement, et à rebours, par ricochet, celui de l'accueil d'urgence, etc. Donc il faut commencer par avoir des débouchés. C'est comme si on développait plein de formations sans développer les débouchés professionnels. On peut former aussi bien qu'on veut les gens, s'il n'y a pas de boulot derrière, ça mène nulle part. Là, c'est pareil, il faut commencer par créer des logements. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos analyses, Thibaut Bézosi. Pour votre invitation. Merci vraiment beaucoup. RCN, www.rcn-radio.org